Il y a 2600 ans, Marseille naquit de l'eau. Avant d'être l'une des plus anciennes villes de France, la cité phocéenne était un comptoir commercial installé sur les bords du Lacidon, devenu aujourd'hui le célèbre Vieux-Port. La ville s'est développée autour de son port. Et c'est d'ailleurs là, dans un périmètre resserré, que l'on retrouve certains des plus emblématiques châteaux de Marseille. Un palais impérial, un fort médiéval et même le théâtre d'un roman au succès mondial. Le voyageur qui arrive à Marseille par la mer voit se dresser devant lui une impressionnante forteresse, le château d'If, un château à la destinée romanesque. Voué à protéger la ville, il va devenir en 3 siècles un monument connu dans le monde entier. Tout commence en 1516. François Ier vient en pèlerinage à la Sainte-Baume après la victoire de Marignan. Le roi de France apprend alors qu'un animal extraordinaire est en escale sur l'île d'If. Il s'agit d'un rhinocéros offert par le roi Emmanuel du Portugal au pape Léon X. Ce rhinocéros, c'est quand même un animal exotique que les Français n'ont jamais vu. Et donc le roi décide avec sa cour de se rendre à Marseille et de voir cet animal fantastique qui est mis au vert sur l'île d'If pendant son long trajet entre Lisbonne et Rome. Et quand François Ier arrive sur l'île d'If, il découvre la position absolument stratégique de cette île. Depuis l'île d'If, François Ier étudie les défenses de Marseille et il constate que la ville et l'entrée du port ne sont pas assez bien protégées contre les invasions. Le château d'If est érigé avec quelques années de délai par rapport aux injonctions du roi, car les Marseillais voient d'un mauvais œil cette forteresse, emblème du pouvoir royal français. Quand on regarde le plan du château, on s'aperçoit qu'il manque une tour qui n'a jamais été rajoutée parce qu'elle n'est pas vue depuis Marseille. La ville a longtemps bénéficié des privilèges d'une cité autonome, et notamment celui d'assurer elle-même sa défense jusqu'au rattachement de la Provence au Royaume de France. Suite à une attaque de Charles Quint en 1524 et 8 ans après la décision de François Ier, les premiers murs du château sont bâtis. Le château d'If a été bâti à partir de 1526 sous l'impulsion de François Ier, qui souhaitait doter Marseille d'un système défensif plus optimal que celui dont il bénéficiait déjà. C'est-à-dire qu'il a fait construire 2 forts, donc le premier au château d'If et le second sur la colline de Notre-Dame de la Garde, là où se trouve aujourd'hui la fameuse basilique La Bonne Mère. Ce fort, il a été utilisé et il a été rendu nécessaire pour surveiller Marseille et pour vraiment éviter que des flottes ennemies ne s'approchent de trop près de la ville. On était dans une période de transition où Marseille venait de sortir d'une période où il y avait eu beaucoup de sièges dans la ville, notamment les Aragonais qui en 1423 avaient mis la ville à feu et à sang et avaient d'ailleurs emporté avec eux la chaîne qui fermait le port, qui se trouve déjà, pour la petite anecdote encore aujourd'hui, dans la cathédrale de Valence. L'ouvrage, voulu par François Ier, est achevé en 1531. Le château d'If impressionne à première vue, mais très vite, cette forteresse révèle un point faible majeur. Ce château d'If, il a été conçu comme une forteresse, donc un lieu de garnison où les soldats donc, qui surveillaient la ville stationnaient.
Il y a 3 tours, Saint-Jaume, Saint-Christophe et Mangouvert, donc des tours cylindriques, qui forment cette forteresse au centre duquel il y a une cour avec un puits qui permet donc aux soldats de stationner en toute autonomie, puisqu'on était quand même à quelques encablures de la ville de Marseille et donc du point de ravitaillement le plus proche. Sur le territoire maritime, il y a surtout des actes de piraterie et c'est pour ces raisons que la forteresse, étant très massive et très bien équipée, car elle possède 22 canons, elle va permettre de repousser toutes ces attaques. Mais assez rapidement, on s'aperçoit qu'il est trop haut sur l'eau. Les militaires qui étaient basés qui étaient en poste sur les tours n'arrivaient pas à atteindre les objectifs et n'arrivaient pas finalement à couler les bateaux qui passaient juste sous l'île. Inutile sur le plan militaire, le château d'If va changer de vocation et devenir l'un des monuments les plus détestés par les Marseillais. Dès 1540, on y enferme les premiers prisonniers. Il s'agit de 2 pêcheurs contrebandiers de Marseille. Et à l'époque, dans les cellules du rez-de-chaussée, les conditions de détention sont tellement déplorables que l'espérance de vie des détenus ne dépasse pas les 9 mois. La forteresse est officiellement transformée en prison d'État en 1582. Le premier prisonnier sera le chevalier Anselme. Il va y avoir des prisonniers de tout ordre. Alors en tout premier, il y a des prisonniers politiques, ensuite des prisonniers de droit commun. C'est une réelle prison où on va enfermer des prisonniers au rez-de-chaussée, dans les salles de casernement, qui se regroupent ici même. Et au premier étage, des pistoles, des cellules payantes. On paye la pistole pour avoir de meilleures conditions de détention. Et on va là, par contre, avoir le privilège d'avoir une cellule individuelle et une cellule fermée. Des gens ont été enfermés là et ont été mis dans des conditions absolument épouvantables de détention. 120 personnes sont incarcérées au château d'If à la suite des émeutes de 1848. Il reste encore aujourd'hui des traces bien visibles de cet épisode, à l'image de cette inscription figurant au-dessus de l'ancienne porte d'accès à la cour. Pendant près de 3 siècles, jusqu'à l'écrasement de la commune de Marseille en 1871, des prisonniers locaux, anonymes ou célèbres y seront détenus comme Mirabeau en 1773. Ce château inutile en temps de guerre, cette prison tant détestée, voit son destin changé par l'œuvre d'Alexandre Dumas. Pendant son enfance, l'écrivain entend son père évoquer le château d'If comme un lieu voué à la mémoire du général Kléber, dernier prisonnier célèbre. Alexandre Dumas visite cette prison une première fois en décembre 1834 au cours d'un périple en Méditerranée. L'auteur des 3 mousquetaires fait du château d'If le décor de son roman « Le comte de Monte Cristo ». Il est connu à partir du 19e siècle et c'est très intéressant parce que pour l'histoire du tourisme à Marseille, on a aménagé de façon tout à fait artificielle une des cellules du château d'If et elle était visitée dès les années 1860 pour être la cellule du comte de Monte Cristo. Edmond Dantès est jeté dans ce cachot et il va, quelque temps plus tard, creuser un passage ici même. Et l'abbé Faria, lui, souhaitant s'évader, avait creusé dans le mauvais sens. La légende veut que pendant 14 ans, le marin Edmond Dantès avait été enfermé là et que finalement, il s'était lié d'amitié avec l'abbé Faria qui lui aurait confié le secret du trésor de Monte Cristo et qu'il avait pu récupérer ce trésor et se venger après. Le héros d'Alexandre Dumas s'évade du château d'If à la nage. Un parcours qui a inspiré une course de natation. Chaque été à Marseille, des centaines de nageurs relèvent le défi Monte Cristo. Cependant, les nageurs ne sont pas les seuls à tirer profit de ce roman. La forteresse devient même l'un des atouts touristiques de Marseille à travers le monde, jusqu'à Cuba, où le comte de Monte Cristo
donne son nom à une marque de cigares, les Monte Cristo. Dans ces usines de tabac, on lisait aux gens l'histoire du comte de Monte Cristo qui n'en finit plus de rebondissements, qui est extrêmement lente et longue. Et donc, du coup, les femmes ont fini par appeler leurs cigares des Monte Cristo. Ce roman a eu une notoriété absolument fabuleuse parce qu'il a été transmis dans le monde entier, qu'il n'était pas soumis à la censure, contrairement à d'autres ouvrages. Et donc, Marseille est connu pour son château d'If dans le monde entier grâce à une histoire qui n'a jamais eu lieu. Bien avant le château d'If, un autre fort est bâti à l'entrée du Vieux-Port. Mais pour évoquer le fort Saint-Jean, il faut remonter à l'origine de la cité phocéenne. On sait que depuis l'Antiquité, Marseille est entourée de remparts. Marseille est une ville fortifiée, on le sait depuis les Grecs, les Romains ont repris la ligne des remparts. Et on a un point fort, on a deux points forts effectivement à l'entrée du port de Marseille, la passe qui doit être protégée. Et que ce soit le fort Saint-Jean ou le fort Saint-Nicolas à l'opposé, ce sont plutôt deux points de fortification, de verrous, qui ont été occupés depuis l'origine de la ville. Et c'est ce qui est très intéressant avec l'histoire du fort Saint-Jean, c'est qu'on a les premières occupations grecques qui sont ici, on a fait les fouilles et on a là les premières maisons des Grecs qui illustrent complètement la légende de fondation de la ville. La légende de Gyptis et Protis, c'est le mythe fondateur de Marseille. Il ne reste que deux versions de ce texte, celle d'Aristote et celle de l'historien romain Justin. Si les deux récits diffèrent quelque peu, ils racontent tous deux l'histoire d'un mariage. Nous sommes en 600 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Nanos décide de marier sa fille Gyptis. Durant le repas de noces, la princesse offre une coupe remplie d'eau à un étranger venu de Phocée. Par ce geste, elle choisit son mari. Il se nomme Protis. Le roi y voit un signe divin et offre en dot la crique du Lacidon à Gyptis et Protis. C'est là, au bord de l'eau, que naît Massalia. On a une parfaite illustration de la légende du métissage dès l'origine de Marseille. Marseille a été conçue avec des gens qui venaient de l'horizon, qui venaient de l'Orient et qui ont fait des alliances, des mariages avec des indigènes qui étaient là. Et le fort Saint-Jean a été occupé par ces Grecs et puis aussi a eu une très forte occupation au moment du Moyen-Âge. Au XIIe siècle, l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean s'installe sur le promontoire au-dessus de l'eau, à l'extrémité de la ville. Ces Hospitaliers, c'est un ordre religieux qui avait comme vocation d'accompagner les pèlerinages en Terre Sainte, de protéger les pèlerins, mais aussi d'accompagner le commerce qui allait avec. Ils construisent un hôpital, une tour, une commanderie et une église. Ce fort Saint-Jean, tel qu'on le voit ici, son noyau central se trouverait ici. Donc c'est à cet emplacement que la commanderie des croisés avait été installée. Aujourd'hui, il en reste quelques traces, notamment la chapelle Saint-Jean, qui devrait son nom à la chapelle antérieure qui était installée à cet endroit-là, qui était elle dédiée à Saint Jean-Baptiste. À l'époque de la Troisième Croisade, entre 1189 et 1192, Marseille joue un rôle prépondérant car la ville devient le point de départ des croisés vers la Terre Sainte. Le début des croisades, les croisés partaient du port de Saint-Gilles, et puis le port de Saint-Gilles s'est enlisé, s'est envasé progressivement, et c'est le port de Marseille qui a pris le relais au XIIe siècle et qui a accompagné ces départs en croisade, ces départs en Terre Sainte, ces pèlerinages aussi, et toute l'économie qui allait avec, parce que d'Orient, on pouvait rapporter des matériaux importants, des épices et tout ce qui fait la richesse du commerce. Et Marseille s'est avérée la porte de la Méditerranée à ce moment-là, et la ville a vraiment progressé et a vraiment bénéficié de ce commerce à ce moment-là. La construction navale et la fabrication des armes explosent. L'argent afflue car les négociants marseillais fournissent non seulement les moyens de transport et les vivres, mais aussi les armes et les munitions. Pendant que la ville se développe autour de cette nouvelle économie, les derniers travaux des Hospitaliers sur le fort Saint-Jean
sont achevées en 1365. Après le siège des Aragonais en 1423, le bon roi René, comte de Provence, souhaite assurer plus efficacement la défense du port de Marseille. Il fait édifier une tour carrée qui porte son nom encore aujourd'hui. On a derrière nous la tour du roi René, qui a été construite au XVe siècle, qui était une tour où notamment les capitaines de navires, quand ils arrivaient dans la ville, venaient payer leur péage, leur droit d'entrer dans le port. Elle a aussi à un moment accueilli l'espèce de consigne sanitaire, c'est-à-dire le lieu où les capitaines de navires venaient attester que les occupants, leurs passagers, n'étaient pas porteurs de la peste. Au XVIIe siècle, le fort Saint-Jean évolue de façon radicale, tout comme la ville de Marseille, sous l'impulsion de Louis XIV. Louis XIV qui rentre un petit peu en force dans la ville et va cependant amener toute une période de prospérité très importante. Colbert va faire de Marseille un port franc. Le développement du port pousse les armateurs marseillais à faire construire la tour du Fanal, une tour de vigie suffisamment haute pour être vue des navires de commerce à plus de 20 km de la rade. À son sommet, on allumait des feux et ça permettait aux navires de repérer l'entrée du port de Marseille depuis le large. Mais suite à la rébellion des Marseillais contre le pouvoir royal de 1658 à 1660, Louis XIV décide de reprendre la ville en main. Il fait construire 2 citadelles à l'entrée du port. Ce promontoire de Saint-Jean va, lui, être fortifié en verrou, de même que le promontoire d'en face, celui de Saint-Nicolas, qui à l'origine était une petite chapelle sous le vocable de Saint-Nicolas, devient un vrai fort, une fortification importante, parce qu'on veut protéger ce port qui devient un port stratégique, puisqu'il accueille l'arsenal royal, et donc la flotte des galères royales, mais aussi un port qui a des velléités d'indépendance. Donc ces 2 forts à l'entrée de la passe du port sont là vraiment de façon symbolique pour montrer l'emprise du pouvoir royal, mais aussi certains canons sont tournés vers l'intérieur. Et ça, c'est une spécificité marseillaise, c'est-à-dire que les canons qui sont là sur les chemins de ronde peuvent aussi être tournés contre la population. En 1660, les travaux de construction du fort Saint-Jean sont confiés à l'ingénieur du roi, Nicolas de Clerville. On récupère les bâtiments des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et on crée tout un réseau de murs autour pour vraiment venir englober ces différents édifices médiévaux et on en crée des nouveaux. Achevé en un temps record en 1664, ce fort, symbole du pouvoir royal, présente quelques défauts que l'élève de Clerville, un certain Vauban, va modifier. Vauban déclare que en fait, le fort est en contrebas du quartier médiéval de Saint-Jean, qui est autour de l'église, et donc il est vulnérable. C'est pour ça qu'il va, lui, faire creuser, donc à la fin du XVIIe siècle, cette douve importante, ce fossé, et recréer une entrée indépendante, une entrée monumentale du fort, qui est actuellement matérialisée par la nouvelle entrée du Mucem. Le fort Saint-Jean garde sa vocation militaire jusqu'à la Révolution française. Le fort Saint-Jean, il a servi de lieu de stationnement pour les militaires, mais il a également servi de prison, notamment pendant la Révolution, où on a enfermé, dans la tour du roi René notamment, les membres de la famille royale, donc qui étaient en captivité pendant cette période révolutionnaire. L'histoire du fort se poursuit avec les 2 guerres mondiales, et plus particulièrement en 1944.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le fort il a été récupéré par les nazis qui y ont entreposé des munitions qui ont explosé. Acte de malveillance ou volontaire, les Allemands font sauter une des parties du fort. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on perd un certain nombre de bâtiments médiévaux, modernes, et on perd des données importantes pour l'histoire du fort. Et d'ailleurs, le mur de fortification est resté volontairement déconstruit au niveau de la passe extérieure de l'entrée du port. Le fort Saint-Jean est classé monument historique en 1964. Il est réhabilité en 2010 pour être rattaché au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, inauguré en 2013. Face au fort Saint-Jean se trouve le palais du Pharaon, véritable symbole du renouveau de Marseille entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe. La ville connaît à ce moment-là de profondes mutations sous l'impulsion de Napoléon III. Le Troisième Empire est une période absolument incroyable dans l'histoire de la ville. C'est-à-dire que c'est une période où tout est possible à nouveau. L'expansion du commerce, le port se redéveloppe. C'est une période où arrivent les premiers trains. C'est une période où on construit la gare Saint-Charles, où l'eau courante arrive grâce au canal de Marseille par un certain nombre de réseaux. Et enfin, la ville n'est plus sujette à ces périodes de sécheresse extrêmement importantes et terribles en période d'épidémie qui décimaient régulièrement la ville. Donc on arrive enfin à avoir un alignement de planètes qui fait que tout d'un coup, c'est la bonne période pour l'investissement à Marseille. C'est aussi au milieu de ce siècle que le palais Longchamp est construit pour célébrer l'arrivée des eaux de la Durance à Marseille. Un exemple parmi tant d'autres avancées structurelles de la ville. Lors d'une visite en 1852, Louis-Napoléon Bonaparte débloque des fonds étatiques pour la construction du Palais de la Bourse, de la cathédrale La Major, de la basilique Notre-Dame de la Garde, mais aussi pour la création du nouveau port de commerce sur le terrain du Lazaret. Et pour relier le vieux port au nouveau port de la Joliette, il fait percer une nouvelle voie, la rue Impériale, qui deviendra plus tard la rue de la République. Au moment de cette visite officielle, la ville, reconnaissante à Louis-Napoléon Bonaparte, lui fait faire un tour de calèche et lui montre, depuis le promontoire de la tête de Mort, qui est le promontoire du Pharaon, lui montre le chantier qui va être entrepris pour la construction de la Joliette, de ce nouveau port qui, grâce à lui, va enfin pouvoir se développer sur 20 hectares et
permettre au port de Marseille d'accueillir des longs courriers, des bateaux à vapeur. Et donc c'est au moment où il fait cette visite, où il découvre ce point de vue fabuleux, qu'il émet l'hypothèse d'avoir peut-être un jour une résidence qui pourrait être ici, les pieds dans l'eau, avec cette vue extraordinaire sur l'entrée du port de Marseille. Ce qui arrange les autorités municipales, puisque Marseille serait ainsi considérée comme une ville impériale. Et puis, la ville entend ça, et il se marie un an plus tard avec Eugénie de Montrigeau, qui est espagnole. Et Eugénie, elle, veut comme résidence impériale une résidence à Biarritz. Alors, en remerciement de la politique d'aide au développement de la cité phocéenne, et aussi pour tenter de faire plier l'empereur, le conseil municipal marseillais offre à Napoléon III les terrains du promontoire du Pharo. C'est l'architecte Samuel Vaucher qui réalise les premiers plans du palais, mais Napoléon III les fait modifier par Hector Martin Le Fuel, l'architecte du Louvre. Le projet de palais du Pharo est identique à celui de la Villa Eugénie à Biarritz. Palais impérial qui est en forme de U, avec une façade sur la mer, comme à Biarritz, ces deux ailes qui reviennent de part et d'autre, va mettre un temps fou à être construit. Les terrains de la tête de mort, en forme de cratère, nécessitent une série de travaux de nivellement. La première pierre du palais n'est posée que le 15 août 1858, jour de la Saint-Napoléon. Les travaux sont stoppés une première fois pour des raisons techniques, puis ils reprennent mais sont ralentis par la construction simultanée de la cathédrale La Major et les difficultés d'approvisionnement en pierre. En août 1861, Vaucher est jugé responsable du retard dans les travaux. Il est révoqué et remplacé par Henri-Jacques Espérandieu, l'architecte de la basilique Notre-Dame de la Garde. Il faudra encore aménager l'intérieur et ces travaux d'aménagement mettront 10 ans. Le palais est donc terminé en 1870, année qui correspond malheureusement à la chute de l'Empire et donc au moment où Napoléon III est destitué. À la fin de l'Empire, le palais du Pharo reste sans résident, mais demeure la propriété d'Eugénie, ce que va tenter de contester la ville de Marseille au cours d'une longue bataille judiciaire. La ville veut le récupérer, veut marquer en fait son désaccord politique, veut en faire aussi un acte symbolique et même a un projet de le détruire pour en faire un lotissement. Et donc c'est Eugénie qui va se battre, qui va faire un procès avec la ville de Marseille pour prouver que cette résidence lui avait été donnée, mais sur ses biens propres, sur les biens propres du couple, alors qu'il n'était pas encore un couple impérial. Et elle va obtenir gain de cause, elle va réussir à aller au bout de son procès et elle va avoir un geste magnifique, c'est qu'une fois qu'elle va être reconnue dans sa propriété, elle va le rendre à la ville. Finalement, le palais impérial du Pharo n'aura jamais servi de résidence ni royale ni impériale, mais il va devenir un haut lieu de la médecine. La ville de Marseille va d'abord le transformer en hôpital pour les gens atteints du choléra durant l'épidémie de 1884-1885. Puis, à partir de 1893, le palais va accueillir dans ses étages et au rez-de-chaussée
l'école de médecine qui se trouvait auparavant à l'Hôtel-Dieu et au pavillon d'Avielle, et dans sa partie basse, le premier institut Pasteur de France. Les bâtiments érigés sur le côté de l'esplanade du palais ont d'abord été occupés par la faculté de médecine en 1890, puis par l'Institut des médecines tropicales du service de santé des armées, et enfin, depuis 1954, par l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille. Aujourd'hui, le palais accueille un centre de congrès. Il abrite plusieurs salles de réception pouvant accueillir près de 600 personnes dans la partie historique, un espace de restauration et un auditorium moderne de 900 places. Les châteaux marseillais n'occupent pas seulement le littoral. Il en existe un, niché dans les collines, dont l'histoire a connu des rebondissements et un rayonnement international. Au-delà des eaux du Lacidon, il faut s'enfoncer dans la campagne marseillaise, dans la vallée de l'Uvonne, pour découvrir le château de la Busine. Le château de la Busine, c'est un exemple très intéressant de l'évolution du terroir marseillais. Donc, on est là, dans un fief médiéval, dans la vallée de l'Uvonne, qui est l'axe, en fait, qui permettait de sortir vers l'Italie, vers Aubagne avant, mais cet axe, en fait, il y a deux sorties possibles quand vous êtes à Marseille, qui est comprise dans un espèce de théâtre naturel. Soit vous sortez par le nord, vers la voie d'Aix, soit vous sortez par la vallée de l'Uvonne, qui est une dépression naturelle et qui va être la route empruntée depuis l'Antiquité pour pouvoir communiquer avec le reste de la Côte d'Azur et après l'Italie. La vallée de l'Uvonne est aménagée depuis l'Antiquité par des petits villages, puis au Moyen-Âge par de grands domaines agricoles. Ces fiefs sont pour la plupart occupés par les principales familles marseillaises. Le château de la Busine fait partie de ces grands domaines. Le château de la Busine a été construit vers 1867 par un entrepreneur local qui avait décidé d'installer une propriété entre les Camoins et la Valentine, à l'emplacement d'un ancien domaine bastidaire qui avait été constitué au début de l'époque moderne par un dénommé Buzyn, le comte de Buzyn, qui a laissé donc son nom à la propriété. Et comme beaucoup d'autres, le nom du château vient de la féminisation du nom de famille du propriétaire initial des terrains, donc la Busine. La Bastide va se développer entre cours et jardins, alimentée par le domaine agricole. Elle est vendue une première fois au XVIIIe siècle, mais elle va connaître un véritable bouleversement à la Belle Époque. Cette Bastide, qui était un domaine familial, devient un petit peu le symbole de la fortune de ces entrepreneurs, de ces nouveaux riches, comme on pourrait dire aujourd'hui. Le château de la Busine est racheté au XIXe siècle par la famille Régis,
qui va entreprendre de grands travaux. Le château et le domaine sont totalement détruits et vont laisser place à une architecture d'un tout autre genre. La famille Régis va construire une petite folie, un château complètement éclectique avec des envies de petits balcons, de toits en mansardés. Et ce château va être complètement le symbole de cette nouvelle richesse développée par les commerçants de Marseille qui viennent dans ces maisons au moment du week-end, le dimanche. De cette époque faste ne subsiste que le décor d'un petit cabinet aux peintures endommagées qui laisse imaginer la beauté des lieux. Le château de la Busine devient vite l'endroit où il faut être vu, car toute la bourgeoisie marseillaise se presse dans les célèbres soirées qui y sont organisées. Et il va être occupé au cours du 19e puis du début du 20e siècle par de nombreuses familles, qui va passer entre les mains de différents propriétaires, de familles de la très haute bourgeoisie négociante, notamment marseillaise, comme la famille Mantes, qui va y organiser des réceptions. Et il deviendra assez fameux d'ailleurs pour les réceptions qui y sont organisées. Ce château, finalement, en 1941, il est acheté à l'aveugle par un homme assez connu. Cet homme, c'est Marcel Pagnol. Il le raconte, alors, légende ou réalité, il raconte ceci dans les souvenirs de son enfance, dans le château de ma mère. Le château de ma mère narre les souvenirs d'enfance du petit Marcel. Avec ses parents, son frère et sa sœur, il marche de longues heures pour rejoindre leur lieu de villégiature. Mais en 1905, Bouzigues, piqueur au canal de Marseille, leur propose un raccourci qui leur fait traverser les grands domaines pour rejoindre la maison des vacances, la Bastide-Neuve. Ils vont traverser de manière finalement illégale 4 grandes propriétés, donc 4 grands châteaux, le château donc Régis, le château Saint-Antoine, le château de la Reynarde, et puis le dernier château qui est le château de la Busine. Et alors ce château, en fait, il est effrayant pour Augustine parce qu'il y a le garde champêtre et son chien avec la voix rauque. Et donc, un jour, alors qu'ils traversent comme ça les châteaux, ils vont être surpris par le garde et son chien. Il raconte de façon très émouvante la terreur de sa maman qui avait peur de traverser ce terrain. Et quand il est petit, il est marqué par ces façades, par ces belles maisons qui sont là le long du canal. Et l'histoire veut que, devenu adulte, devenu extrêmement célèbre grâce à ses écrits et puis aussi à son travail de producteur,
sa production achète une maison, une bastide, sans lui d'ailleurs, à Marseille, pour être le décor d'un de ses films. Et quand il arrive dans cette maison qu'il n'avait pas choisie, dont il savait à peu près où elle était, il a un coup au cœur parce que il voit la façade de cette maison où sa maman avait eu si peur du chien. Et il se dit, mais en fait, elle était chez son fils. Un demi-siècle plus tard, elle était dans la maison de son fils. Et cette femme d'instituteur, au début du siècle, n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, son petit garçon soit aussi célèbre et aussi riche qu'il puisse acheter la maison qui faisait peur à sa mère. Car Marcel Pagnol est un pionnier dans le domaine du cinéma parlant. Il devient une véritable référence internationale. À cette époque, il est au sommet de sa gloire. Pagnol, c'est la grande aventure du théâtre libre, du théâtre Antoine, d'André Antoine. Mais c'est aussi la grande aventure du cinéma parlant. Dès 1931, Marius est le plus grand film parlant français qui est tourné, et sans doute un des plus grands films parlants mondiaux, qui va avoir un retentissement phénoménal. Il est produit d'ailleurs par Paramount, donc il a vraiment un retentissement phénoménal. Donc Marcel va défendre le parlant contre les gens du théâtre et contre les gens du muet. Mais c'est aussi, Marcel, le premier film couleur avec procédé français tourné en France en 1946 avec La Belle Meunière, pour contrer l'impérialisme américain qui débute après-guerre avec le plan Marshall. Donc il y a là aussi une défense de la culture française, du rayonnement de la culture française. C'est la naissance du cinéma d'auteur dès 1931 avec Marius. Mais Marcel va être aussi le premier à signer un contrat d'auteur pour le cinéma. On va percevoir un intéressement sur l'entrée en salle. Et là, il va s'apercevoir des sommes engagées et des sommes récoltées. Et il va se dire, je monte ma société de production. En 1932, il crée les auteurs associés avec Roger Richebé. Il va produire Fanny, donc il donnera la réalisation à Marc Allégret. Et donc là, on a vraiment la naissance du cinéma d'auteur, parce que l'auteur devient producteur, et puis par la suite, réalisateur, et film distributeur, tout ce que l'on veut. Donc il maîtrise tout. Le cinéaste a pour ambition de créer dans sa ville natale une cité du cinéma. Et il décide d'installer un véritable Hollywood provençal au château de la Busine. Mais ce projet, stoppé par la Seconde Guerre mondiale, ne verra jamais le jour. Marcel a vraiment souffert de ne pas pouvoir construire son Hollywood provençal au château à cause de l'occupation allemande. Et donc, ça a été une grande blessure pour lui dans sa carrière cinématographique. D'ailleurs, il n'y a jamais habité, il n'y a jamais tourné. Après-guerre, il n'y est pratiquement plus jamais retourné, sauf pour rendre visite à son père, Joseph, qui habitait dans la maison de gardien. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château de Mamers, cher à Marcel Pagnol, connaît un destin tourmenté. En 1942, il est réquisitionné par l'armée allemande et devient sous l'occupation la maison de repos du marin allemand. Afin d'éviter à ses employés d'être déportés en Allemagne, le cinéaste décide d'installer son père au château pour le transformer en domaine agricole. Lorsque les Allemands envahissent la France libre, enfin en tout cas prennent le protectorat sur la France libre, Marcel vend toute son affaire à Marseille. Sa société de production, sa société de distribution, son magazine cinématographique et ses laboratoires. Il les vend à Gaumont. Et il va aller s'installer à Monaco et dans les Alpes-Maritimes. Et il va soustraire au STO toute une partie, au service du travail obligatoire, toute une partie de son équipe, il avait plus de 300 employés, je crois, en leur signant des certificats de travailleurs de force, parce qu'un travailleur de force ne partait pas au STO. Et pour pouvoir multiplier ces certificats, il a installé son père à la Busine pour en faire une propriété agricole et pouvoir y faire travailler notamment Marius Brouquier, qui était son maître maçon, son chef décorateur. Après l'occupation allemande,
c'est le début d'une inexorable et lente détérioration du château. Il accueille successivement une infirmerie militaire, une compagnie de soldats, puis le consulat général de Pologne. Après quelques temps d'inoccupation, des réfugiés espagnols s'y installent pour quelques années. À leur départ, la demeure est inhabitable. En 1973, Marcel Pagnol vend le domaine et ses 40 hectares à un promoteur. Le château est protégé, donc cette partie-là ne peut pas être, n'est pas constructible, et donc il va y avoir autour du château un périmètre de 4 hectares protégé qui va néanmoins demeurer, mais toujours à l'état de ruine. En 1995, la ville de Marseille va en fait lancer un grand concours d'architectes et c'est donc le cabinet Stern International qui va gagner cet appel à projet. Et là, donc, le château renaît de ses cendres, tel un phénix, avec justement une grande salle de cinéma, de spectacle, et également qui fait office d'auditorium aussi pour les conférences. On va avoir tout un parcours également qui va être proposé. Donc initialement, c'était sur le cinéma en Méditerranée. Maintenant, c'est la Cité du cinéma. Donc un véritable lieu de découverte du 7e art. On est vraiment là sur un château avec une vocation pluriculturelle où on va avoir pas mal de disciplines artistiques qui sont proposées autour de la littérature. On disait avec l'espace par exemple bibliothèque. Le château de la Busine est classé monument historique en 1997. Et en 2013, il est le premier monument livré dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture. Si la Bastide accueille bien une cité du cinéma, le projet est loin d'être à l'image de ce que voulait Marcel Pagnol. C'est pas vraiment une continuité, parce que Marcel voulait faire des studios de cinéma, il voulait construire des bâtiments. Le château aurait servi de loge, de bureau de production, ça n'a rien à voir. Le rayonnement de ce studio aurait été mondial. Et ce n'est pas non plus une continuité, parce que le lieu n'a pas été transformé en musée Marcel Pagnol. Au château de la Busine, l'ombre de Marcel Pagnol plane. Son œuvre et ses souvenirs d'enfance y sont évoqués. Mais pour découvrir le musée, il faudra emprunter les chemins de vacances de la famille Pagnol du côté d'Allot. Alors, le musée Marcel Pagnol devrait voir le jour après 20 ans d'intrigue et de lutte. Nous sommes aujourd'hui ici dans l'ancienne usine électrique qui a un rapport un peu ténu avec l'histoire de Marcel. Quand Marcel monte à la Bastide-Neuve, il prend le tramway à la gare de Noailles, il explique qu'il se prend une escarbille dans l'œil, cette machine rugissante, vrombissante. Voilà, et bien cette usine électrique alimentait en électricité le réseau de tramway marseillais qui, jusque dans les années 60, je crois, était le réseau le plus dense au monde de transport en commun. On a beaucoup de choses à montrer, on a la Provence, le cinéma, le théâtre, la littérature, les années folles à Paris, le monde agricole provençal, Pagnol dans le monde entier, le rayonnement du cinéma de Pagnol, ses combats politiques. Mon but, c'est de rendre hommage à mon grand-père, je restaure ses films, j'ai pratiquement fini la restauration de tout son catalogue, on sort des bandes dessinées pour essayer de toucher les plus jeunes, et là, le musée, c'est un peu le Graal. Le musée Marcel Pagnol verra bientôt le jour sur la commune d'Allot. Mais le château de la Busine restera pour toujours lié à ce Marseillais, membre de l'Académie française, écrivain de génie, doué pour mettre des mots qui semblent simples sur les sentiments, mais aussi cinéaste, avant-gardiste et prolifique. Marcel Pagnol et le château de la Busine, c'est l'histoire d'un destin contrarié qui laisse derrière lui un goût d'inachevé.
Marseille, par sa singularité, est peut-être la ville française où l'on s'attend le moins à trouver des châteaux. Pourtant, l'histoire de la cité phocéenne offre un héritage riche et varié. Les châteaux de Marseille, malgré quelques loupés, demeurent des monuments aux multiples facettes et dont l'attrait va bien au-delà des frontières provençales, hier comme aujourd'hui.